Murder is only killing without a license. Voilà ce qu'il vous en coûtera si vous ne restez pas au fond de votre siège pour ce numéro de Story Classique qui cette semaine chemine en compagnie de l'immense Jean-Claude Carrière, sort les flingues avec Charles Bronson et finit en se glissant dans le bureau de Pascal Thomas. Jean-Claude Carrière est l'une des plus belles plumes du cinéma. Il a écrit avec et pour Louis Buñuel, Godard et Louis Malle. C'est d'ailleurs avec ce dernier Palme d'Or avec Le Monde du Silence qu'il entamera une collaboration sur 3 films. Viva Maria et Le Voleur ressortent en DVD et Blu-ray dans une magnifique copie restaurée. Produit en 1965, Viva Maria se passe en Amérique centrale où 2 chanteuses de music hall, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, épousent la cause révolutionnaire. Le film, il met en scène Jeanne Moreau et Brigitte Bardot. Et je crois savoir que c'était Brigitte Bardot la plus farouche, et le mot est plein de réserve, au projet au point que Louis Malle aurait pensé à Shirley MacLaine, oui, qui venait de terminer Irma la Douce de Billy Wilder. Oui. Est-ce que ça, vous me le confirmez? On avait pensé à elle, on avait pensé à d'autres comédiennes, à faire un film à langue anglaise. Je me rappelle un jour quand, au studio de Boulogne, je voyais une des copies de Viva Maria, je ne sais plus pourquoi, pour corriger certains dialogues, tout à fait à la fin du film. La porte s'est ouverte derrière et j'ai vu rentrer Shirley MacLaine qui venait dans un coin regarder ce à quoi elle avait échappé. Elle est venue voir le film, oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot nous paraissaient la distribution idéale. Ça n'a pas été facile de les mettre ensemble, d'équilibrer les rôles, hein, c'est évidemment toujours délicat. Par la suite, elles ont été très très copines jusqu'à la fin du film. Si mon père me voyait... Allez, habille-toi, je t'emmène au bal. Je vous en donne une preuve qui est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Micheline Rosan, qui était l'agent de Jeanne Moreau, m'appelle un jour et me dit « Venez avec Louis boire un verre à 5 heures, comme ça, qu'on bavarde un peu. » On y va, et il y avait Georges Delru, le compositeur, qui était là. Bonjour, je ne le connaissais pas. Et Jeanne, bien sûr, qui habitait à l'étage au-dessus. La porte sonne, Jeanne va ouvrir, et c'était Brigitte qui arrivait avec une rose pour Jeanne. Et les 2 filles ont pris 2 chaises, elles nous ont fait asseoir, Louis et moi. Delru s'est mis au piano, et elles nous ont chanté les chansons qu'elles avaient apprises sans nous le dire. On était comme 2 collégiens, baba devant Bardot et Moreau qui chantaient pour nous. De 2 choses l'une, 2 jambes ou 2 yeux, c'est toujours par 2 qu'on cherche fortune, mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. 1 égale 2 et 2 n'en font qu'une. Pour leur 2e collaboration en 1967, Jean-Claude Carrière et Louis Malle choisissent un roman de Georges Darien, Le Voleur, l'histoire d'un fils de bonne famille qui devient voleur. Par vocation. Par vocation. Ce récit très dense en dialogue et en personnages, Carrière le contracte grâce à une voix off, procédé narratif dont Sacha Guitry et Orson Welles ont exploré toutes les vertus. Il y a des voleurs qui prennent 1000 précautions pour ne pas abîmer les meubles. Moi, pas. Il y en a d'autres qui remettent tout en ordre après leur visite. Moi, jamais. Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse. Je le fais salement. La voix off fait absolument partie du langage cinématographique et même de ce seul langage. Hein, vous ne la trouverez ni au théâtre, ni évidemment dans un livre, ni ailleurs. Et ça donne au film une intimité particulière. Quelque chose qu'une action uniquement filmée de l'extérieur ne donnerait pas. On sait que Ascenseur pour l'échafaud, Louis Malle s'est beaucoup inspiré du travail d'Hitchcock pour la tension dramatique. Là, sur ces gestes précis, est-ce qu'on peut y voir du Bresson? On peut y voir du Bresson peut-être, mais aussi du Becker. Donc oui, il y a forcément des influences, mais il y a surtout du Louis Malle.
Oui. Et puis aussi du Belmondo. La nuit dans une maison inconnue. Quand tout dort. Et que j'arrive. Et qu'il y a cette chose à éventrer. C'est comme si je venais au monde. L'envie de montrer de Belmondo quelque chose d'autre. Ce qu'il renferme en lui et qu'il a merveilleusement donné dans le film. Ouais. Parce qu'il reste quand même sarcastique, il a un œil sur ce qui l'entoure, sur les personnages qui l'entourent, et il ne nous dit rien, ou presque rien, de la propre passion qu'il dévore. Hein, celle de s'auto-voler, on pourrait dire, puisqu'il ne vole que les gens de sa propre classe sociale. Est-ce que Louis Malle et vous saviez que le livre de Darien était en deuxième position des livres préférés de Belmondo à l'époque, derrière, On l'a su, oui. derrière Voyage au bout de la nuit de Céline? Oui, on l'a appris. Belmondo n'est pas du tout le jeune boxeur ignare que l'on imagine. Il y a un tour de force incroyable dans ce film, la scène d'ouverture. Pendant 7 minutes, j'ai minuté, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une musique. Il y a quelque chose d'inconscient. C'est que dans une scène de cambriolage, si on met de la musique, les voisins l'entendent. Ah, vous avez Donc, pensé à ça? le silence est nécessaire. Le silence est absolument indispensable au vol. Hein, c'est pour ça qu'on met des bouchons de liège qui tombent et non pas des boulons quand on veut ouvrir une porte. Donc la présence d'une musique qui forcément vient de l'extérieur, qui est élaborée, qui est composée, qui est interprétée, aurait brisé ce silence-là. Qu'est-ce qu'il y a de Louis Malle dans Viva Maria et dans Le Voleur? Alors, dans Le Voleur, c'est assez évident, parce qu'il y a une espèce de révolte non dite contre son milieu. Il était d'une famille d'industriels fortunés. Toute sa vie, il en a souffert. Comme si un metteur en scène issu d'une famille relativement riche ne pouvait pas faire de bons films. Et dans Viva Maria, c'est pareil, le même sens de la révolte contre l'ordre établi, contre la Viva liberté. Maria est plus sur nos rêves d'adolescents, de quand nous ne connaissions pas le Mexique, l'Amérique, l'aventure, voire les femmes. Il fut l'une des grandes icônes du cinéma d'action des années 70 et le héros d'une poignée de films cultes. Mais qui est Charles Bronson? Now, À l'occasion de la ressortie en coffret Blu-ray du film Le Flingueur, retour sur la carrière du charismatique moustachu. what do you want from me? De son vrai nom, Charles Dennis Bunchanski, l'acteur américain vu dans Les 7 mercenaires et Il était une fois dans l'Ouest, a déjà 51 ans quand il tourne en 1972 dans Le Flingueur. Il interprète un impitoyable tueur à gages assisté de son apprenti zigouillant à tout va. On y compte pas moins de 25 morts en 1h35. Et la promo de l'époque vendait la plus grosse explosion jamais filmée à Los Angeles. Le Flingueur est le premier film tourné à Hollywood par le Britannique Michael Winner et son second avec Charles Bronson. Ils ne se quitteront plus et en tourneront 5 autres ensemble. Le plus célèbre se nomme Un justicier dans la ville, un carton au box-office de 1974 qui bénéficiera de 4 suites et prochainement d'un remake avec Bruce Willis dans le rôle de cet homme respectable qui décide de se faire justice lui-même après le meurtre de sa femme. So you're not gonna kill me? Non. Jackass. Un justicier dans la ville est le film qui consacre Charles Bronson comme une icône du cinéma d'action, mais il suscitera une vive polémique, certains jugeant sa violence et son propos immoraux. Well, I've been here about 3 minutes and you've managed about 1 recrimination a minute. I can't seem to feel anything but hurt when you're not here. Charles Bronson, jusqu'à sa mort en 2003 à Los Angeles, fut un acteur habitué aux rôles violents. Et pourtant, il passa le casting pour interpréter le super-héros pacifiste Superman sans succès. Il manqua également un rôle dans French Connection et se paya le luxe de refuser le rôle de Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars. Ce qui n'empêchera pas Charles Bronson, sa moustache et son charisme d'entrer dans la grande légende d'Hollywood.
Pascal Thomas, un drôle de zozo. Pascal Thomas est un drôle de zozo, selon l'expression de Jean Cocteau, un rêveur dont l'unique combat est la quête d'une douceur épicurienne. Se plonger dans la première période de son cinéma de 1973 à 1981, c'est voir capter la France de Giscard. À l'occasion de la sortie d'un coffret DVD de ses 7 premiers films, on redécouvre avec un plaisir complice son style naturaliste et son esprit libertaire. C'est mieux qu'avec mon ami italien. Qu'est-ce que tu veux, qualité de France? Est-ce qu'on peut identifier vos comédies comme des chroniques? Chroniques de l'adolescence, chroniques de la famille, chroniques des amours à la plage. Est-ce que le mot chronique, ça vous convient? Oui, ça me va, oui, oui. Oui, j'aime bien les chroniques, c'est vivant, c'est sans prétention. Votre profession de foi, c'est de retrouver l'innocence des opérateurs lumière. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de réalisation pour vous quand vous êtes derrière votre caméra? Rester aussi simple, curieux, étonné, ébloui qu'eux. Voilà, ils allaient à la découverte du monde. Est-ce que ça veut dire aussi filmer les choses comme elles existent? C'est-à-dire qu'à un moment, si ça doit rentrer dans le champ, et ben vous le laissez dans le champ et vous ne le touchez pas. Est-ce que c'est ça aussi? Non, on compose quand même. Vous composez? Oui, on compose quand même. Oui, parce que dans vos films, tout semble saisi au moment où ça se passe et que justement, il n'y a pas cette composition. Je ne sais pas si vous remarquez, les premiers films, il n'y a pratiquement pas de gros plans. Il n'y a que des plans séquences et on est toujours un peu loin des acteurs. Donc le plan englobe tout. Inutile de vous dire que c'est pas brillant. 3 notes au-dessus de la moyenne. 3. On se demande qui passera l'examen à la fin de l'année. J'avais des idées très simples sur le cinéma, qui étaient que la caméra doit être placée là où le spectateur peut le mieux voir ce qui se passe et entendre ce qui se dit. Le sein, 13. C'est scolaire, mais c'est bien. Pour des mouvements de caméra, une seule chose, vous accompagnez le personnage principal de la scène quand il se déplace, vous arrêtez quand il s'arrête. Tous mes premiers films, je les ai fait comme ça. Quand j'ai voulu m'éloigner de ça, c'est devenu mauvais. Mais j'ai découvert ma méthode. Ah, c'est quoi votre méthode? Et les mouvements du corps expriment le mouvement de l'âme. Donc ça, c'est ce que je vais chercher. Donc je donne que des indications physiques. Et vous touchez les acteurs. Voilà. C'est une sorte de... Il faut qu'il y ait un rapport physique avec l'acteur. Oui. D'ailleurs, je ne me mets pas derrière le combo. Derrière le combo, interdiction de combo. Vous êtes à côté de la caméra. Il faut être... Vous devez porter l'acteur. Vous êtes avec lui. Voilà. C'est joli, hein? C'est Hubert qui a refait la maison. Ah, dommage que le panorama soit gâché par ce fil électrique. Toujours le même, bijou. Faut que tu râles. Allez, change-toi. Il y a un sens de l'observation extrêmement précis et que vous diluez dans vos films. Il vous vient du cinéma ou il vous vient de votre passé de journaliste? Il vient de ma mère. Maman! Pourquoi, votre mère? Elle avait un œil à voir les qualités et les défauts des gens, une ironie supérieure qu'elle a transmis. Un de vos films de chevet, Pascal Thomas, c'est La flibustière des Antilles, de Jacques Tourneur. L'histoire, elle est simple. C'est un bateau au XVIIIe siècle sème la désolation sur les mers du monde. La particularité, c'est que ce bateau, il a pour capitaine une femme. Comment ce film peut se diffuser dans votre cinéma? Déjà, je le cite plusieurs fois. Ouais. Dans Les Oiseaux, il y a un type qui dit que sa sœur ressemble à la flibustière des Antilles. Venez voir la flibustière des Antilles. Écoute, toi, il a frangé, la Vénus est là. Et quand ta sœur arrive, c'est une binoclard, qui n'est pas du tout, donc il se moque. Qu'est-ce qu'elle est chouette, cette nana, bordel. Dans La flibustière des Antilles, Jane Peters s'émancipe à être une femme, alors qu'elle n'est qu'une gamine. Il y a comme cette urgence dans votre cinéma, Pascal Thomas, à militer pour la jeunesse éternelle. Comme si vous nous disiez, oh là là, restez enfant, parce qu'on s'ennuie à être adulte. Oui, certainement. Mais en effet, sur la phrase « rester enfant, on s'ennuie à être adulte », on s'ennuie à être sérieux. Ouais. C'est pas être adulte. Si l'adulte est enfantin, fantaisiste, léger, insouciant, dilettante, ça va. Vous faites découvrir quelque chose. En effet, je m'aperçois que les personnages féminins des films sont positifs. Ils sont très, très positifs. Elles sont plus fortes que les types, plus intelligentes, plus fines. Qu'est-ce que t'as fait quand ta femme est partie? Ben, au début, j'y ai pas cru. Pendant 6 mois, 8 mois, tu vois, j'ai pas cru. Je me disais, elle va revenir, elle va revenir. Alors, puis après, j'ai fait passer sa photo dans les journaux. Seulement, ça l'a pas fait revenir.
Ces dernières années, ce sont les comédies qui sont les locomotives du cinéma français. On peut le regretter ou s'en réjouir. Est-ce que vous accrochez justement à des comédies comme Babysitting, Camping ou Le sens de la fête? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces comédies? Ce qu'on peut regretter, c'est un manque de soins plastiques. Voilà, ils ne sont pas de goût, mais ils sont très drôles. J'ai vu coexister. J'ai éclaté de rire parfois. Les 3 acteurs sont très bons. Terminé. Et je pense que ces acteurs-là sont très bons. Ils incarnent. Voilà. Mais il faut. Moi, j'ai du plaisir. Je suis dans une salle, je veux m'amuser. Je veux ne pas m'ennuyer. C'est autre chose. Merci Pascal Thomas. Voilà. La semaine prochaine, Story Classique porte le Stetson et les Ray-Ban pour un voyage en compagnie de Philippe Labro dans l'univers de Jean-Pierre Melville. Et pour les 25 ans de Dracula, on revisite la mythologie du vampire le plus célèbre du cinéma.